Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Lynn Spielman, Arrêt maladie, pratique, discours, représentation dans le secteur de l'aide à domicile et des musiques actuelles, 2021. Thierry Benoît, Bertrand Mertens, Agir contre le chômage de longue durée. Une nouvelle pédagogie, les ateliers du changement 2021. Fred Dervin et Andreas Jacobson, Interculturaliser l'interculturel, 2021. Claudie Servian, L'héritage européen dans la danse théâtrale nord-américaine, du début du XXe siècle à nos jours, 2021. Valérie Aubourg, Hugues Fulchiron et Fabrice Thoulieux dire Les Réunionnais de la Creuse des mineurs déracinés, 2021. Véronica Kushtanina, Grands-parents et petits-enfants à travers les âges de la vie. Une enquête comparative en sociologie des parcours de vie, France-Russie, 2021. Christian Laroche, Psychanalyse, Sociologie, Connexion, 2021. Sofiane Bouhdiba, La mortalité des motards, la mort au guidon, 2021. Annabelle Bonnet, Léontine Zanta, Histoire oubliée de la première docteure française en philosophie, 2021. Remerciements. Une gratitude particulière à Maria Alice Medioni pour ses ressources et sa générosité. Un merci sincère aux enseignants ES et aux élèves qui m'ont fait confiance en acceptant de partager leur expérience. En 2020, juste après le confinement, je découvrais un projet, déjà effectif dans les collèges de certaines académies. Il s'agissait de Jules, l'assistant robot désormais préposé à l'aide aux devoirs, utilisé par 65 000 élèves et près de 10 000 enseignants. Dans le cadre du dispositif Devoirs faits, pour lutter contre l'inégalité des chances, les jeunes pouvaient compter sur un outil moderne et interactif. Ses bénéfices, à en croire le site des collèges qui l'utilisaient, étaient nombreux. Favoriser l'autonomie de l'élève et le développement de compétences de recherche, des contenus personnalisés, augmenter la valeur ajoutée des séances, il apporte des réponses concises aux questions simples, quand la classe ne le permet pas toujours. Sandrine Ventana, chef de projet Devoirs faits au CNED, explique que Jules pratique même la pédagogie différenciée. Dans le cas d'un élève plutôt à l'aise, on va lui proposer des liens de rebond qui vont lui permettre de découvrir des connaissances connexes. Plutôt alléchant. Moi qui, depuis plus de 20 ans, milite en faveur d'un « éduquer autrement », pour se mettre davantage à l'écoute des élèves et de leurs besoins, en essayant de développer leur autonomie, je ne pouvais qu'être séduit. En faisant la part des formules parfois aguicheuses, qui rappelaient un peu trop les publicités pour certains jouets numériques, du type « un service ludique et intuitif », il fallait regarder cela de plus près. Je n'ai jamais été rétif aux nouvelles technologies, bien au contraire. Je les pratique en classe depuis une quinzaine d'années et n'envisage plus de pouvoir faire classe sans une connexion Internet et, au minimum, un vidéoprojecteur. Mes élèves travaillent régulièrement en groupe sur ordinateur. Je n'étais donc pas choquée. Les robots ne sont pas prêts de prendre la place des enseignants ES et leur intelligence n'est que le produit de la nôtre. D'ailleurs, sur le site EducationGouv, la présentation insiste sur le fait que grâce à l'intelligence artificielle, Jules améliorera son service au fil de ses utilisations. Il s'agit d'une base de connaissances évolutives, qui se nourrit des interactions, probablement aussi d'un certain nombre de données émanant des enseignants ES eux-mêmes, un peu à la façon dont les véhicules autonomes apprennent en utilisant les innombrables datas issues d'expériences réelles de conduite humaine. Comme avec la télémédecine ou les logiciels de traduction, le big data permet d'entraîner des algorithmes qui deviennent rapidement capables de seconder l'action humaine. Par ailleurs, en tant que parent d'élèves, j'avais eu l'occasion d'expérimenter le logiciel Lalilo, qui fournit une batterie de petits exercices pour l'école primaire sur un mode ludique.
Beaucoup d'enfants en sont friands, mais ce sont surtout les parents qui semblent demandeurs. Selon Laurent Joly, l'un de ses créateurs, certains mettaient leurs enfants devant le logiciel jusqu'à 8 heures par jour. Si de nombreux parents, lorsqu'il s'agissait d'occuper leur progéniture pendant plusieurs semaines, se sont sentis indéniablement soulagés et aisés de pouvoir recourir à des supports numériques, ces derniers offrent par ailleurs souvent un réel intérêt pédagogique. Mais est-ce toujours le cas ? Jusqu'à quel point ces supports peuvent-ils aider aux apprentissages scolaires ? J'ai voulu chercher des réponses. Entre les innombrables jouets et gadgets numériques, que l'on propose désormais aux tout-petits, le recours massif au téléphone ou tablette de façon pas toujours maîtrisée, les jeux, sérieux ou non, et les véritables outils pédagogiques, comment faire la part des choses ? Bien sûr, les sites qui diffusent ce genre matériel leur attribuent des vertus pour faciliter les apprentissages. Mais le côté addictif des écrans, le temps qu'y consacrent beaucoup de jeunes et de moins jeunes, sans parler des possibles effets nocifs de cette surexposition, pose aussi question. Régulièrement, les concepteurs de ces outils les présentent comme complémentaires au travail en classe, et n'ayant pas vocation à le remplacer, mais plutôt à venir en appoint aux activités scolaires. Pendant les périodes où les écoles restaient fermées, néanmoins, et où la seule option était les ressources numériques, les logiciels éducatifs ont revêtu une importance toute particulière. Pourraient-ils se substituer au cadre scolaire ? L'expérience réitérée du confinement nous a permis de mesurer à la fois l'intérêt et les limites de ces outils. Intrigué par cette situation peu ordinaire, et incertain sur le diagnostic à porter, je me suis mis à enquêter. D'abord en parcourant la presse et les médias numériques, le confinement nous en avait laissé l'opportunité. J'ai alors entendu parler d'une entreprise de diffusion de contenu pédagogique, Bridge International Academy. Peu connue en France, cette société américaine, à la tête d'un réseau d'écoles privées dans de nombreux pays en développement, et notamment en Afrique et en Inde, propose des solutions d'enseignement low-cost afin, selon elle, d'apporter le savoir aux catégories sociales les plus démunies. Selon un document co-signé par de nombreuses ONG, dont Oxfam, les CMEA, Droit à l'éducation et d'autres, cette entreprise à visée lucrative, qui bénéficierait notamment du soutien de la Banque mondiale, de la Zuckerberg Education Ventures et de Bill Gates, mais aussi de subventions françaises au titre de l'aide au développement, propose des kits éducatifs clés en main, Academy in a Box, totalement standardisés, qui permettent à des intervenants même non qualifiés assurer un cours en suivant à la lettre les prescriptions de la tablette numérique. Or ces ONG, au vu des évaluations pratiquées, dénoncent une éducation au rabais, qui ne correspondrait pas aux normes éducatives de base et par ailleurs, loin d'être accessible aux plus pauvres, pratiquerait des tarifs prohibitifs, sans parler d'un manque de transparence et de respect des droits humains fondamentaux. Des plaintes auraient été déposées. Or ce cas est loin d'être unique. D'après le collectif Solidarité laïque, qui regroupe 51 organisations œuvrant pour le droit à l'éducation dans le monde, les entreprises éducatives ont commencé, à la faveur de la crise sanitaire, à commercialiser des plateformes d'enseignement en ligne les promouvant comme des alternatives à long terme pour l'éducation. Or, sous couvert d'assurer la continuité pédagogique, ces sociétés, parmi lesquelles les GAFAM eux-mêmes jouent un rôle évidemment de premier plan, poursuivraient des buts financiers pas toujours compatibles avec une éducation de qualité pour toute ES. Solution numérique, oui. Mais s'agit-il d'une éducation via le numérique, d'une éducation réduite au numérique ? Et que faire de l'éducation au numérique ? Les polémiques qui opposent depuis des dizaines d'années, technophiles et technophobes, me semblent particulièrement stériles. Tout se passe comme si le débat était stérilisé d'avance. Vous êtes un adepte des logiciels de carte mentale, ou de la construction de sites web avec les élèves ? Vous passez pour un geek BA dépourvu de tout esprit critique quant au marché des EdTechs. Vous refusez d'utiliser WhatsApp, ou émettez des réserves sur l'utilité des visioconférences ? On a vite fait de vous cataloguer, au mieux comme un aimable papy peu à l'aise avec la modernité, au pire comme un conservateur qui voudrait revenir à l'âge de la bougie. Or il est bien évident que ces personnages caricaturaux font partie de chacun d'entre nous. Qui ne s'est jamais inquiété du temps d'écran, apparemment sans limite naturelle en l'absence d'intervention parentale de ses enfants ? Qui, à l'inverse,
prétendrait aujourd'hui se passer d'Internet ou des outils audiovisuels en classe. Le débat est certainement plus complexe qu'une guerre de position idéologique entre geeks et amish. Que se passe-t-il sur le terrain? J'ai voulu aller au-delà des débats stériles et des querelles de chapelle. Qu'en disent les enseignants ES? Qu'en pensent les élèves? Les acteurs de l'éducation, en première ligne, personnel d'éducation, infirmières, assistants ES sociaux-L, psychologues et médecins scolaires, parmi lesquels les enseignants ES jouent un rôle particulier, ont une expérience de terrain dont il est parfois difficile de rendre compte, tant manquent les lieux où leur parole peut être dite, et plus encore ceux où elle pourrait être entendue. C'est pourtant dans une écoute attentive de leurs paroles, jusque dans ces non-dits, ces silences, ces ambiguïtés, que l'on aurait à chercher une compréhension fine des mutations à l'œuvre. Avant de proclamer avec emphase une révolution des pratiques et un changement de paradigme, ne faut-il pas chercher à comprendre de l'intérieur le cadre pédagogique dans sa globalité et sa complexité anthropologique? Le confinement. Une révolution pédagogique? La situation sanitaire a imposé des conditions de travail pour le moins particulières qui, en transformant profondément le contexte, les modes opératoires et même la relation pédagogique, ont permis une expérience grandeur nature de pédagogie. Cette catastrophe a été, si du moins on accepte de porter sur des événements aussi dramatiques un regard froid et scientifique, un formidable test à l'échelle nationale, voire internationale, tel que les sciences de l'éducation n'auraient jamais pu le rêver. D'abord, le confinement strict du printemps 2020 a permis, non sans une certaine improvisation et un certain flou, de faire l'épreuve de l'enseignement à distance. Cette situation, qui a perduré jusqu'à l'été dans la plupart des établissements, et s'est perpétuée à la rentrée suivante dans de nombreux établissements du supérieur, en particulier à l'université, a été abondamment commentée. Elle a constitué un véritable traumatisme pour l'ensemble de la communauté éducative, au sens large, professionnels, élèves et parents compris. Nous n'avons certainement pas fini de répondre à toutes les interrogations qu'elle a soulevées, et continue de soulever. Le cas de figure ici est celui du all or nothing. Par la radicalité des mesures prises, la comparaison qui s'impose porte sur l'ensemble des termes. D'un côté, l'école d'avant, principalement en présentiel, de l'autre, l'école de la continuité pédagogique, qui ne repose que sur la connexion. L'alternative est sans nuance. Ce qui a été un peu moins commenté, c'est la situation d'enseignement dite hybride, telle qu'elle prévaut en particulier dans les lycées, particulièrement ceux, loin d'être rares, aux effectifs pléthoriques, invités à conformer leurs conditions d'accueil avec les exigences d'une distanciation minimale afin de freiner la propagation du virus, alors qu'écoles et collèges conservaient le plus souvent des modalités d'enseignement normales. Pour la première fois de façon systématique et presque généralisée, l'enseignement s'effectuait partiellement à distance et en ligne. Pour la première fois à cette échelle, les contraintes de calendrier, avec notamment une présence des élèves en alternance une semaine sur deux ou certains jours seulement, imposaient de repenser les rythmes scolaires, la planification du travail, de s'interroger sur le sens même de faire classe. Et last but not least, pour la première fois de mémoire d'enseignants, les cours s'effectuaient, dans nombre d'établissements, avec des demi-effectifs. Les groupes d'enseignement, pour les lycées ayant fait ce choix, oscillant entre 15 et 18 élèves environ. Cet événement imprévu se percute avec une autre révolution, ou évolution, bien plus ancienne celle-là, qui concerne la conception même de la classe. À savoir, pour le dire en très peu de mots, la transformation d'une école centrée sur la transmission magistrale des savoirs, vers une école, inversée, diront certains ES, où l'on travaille davantage les compétences et l'autonomie des élèves. Or il n'aura échappé à personne que cette question des objectifs de l'école était remise au premier plan par la situation sanitaire. Avec le distanciel et l'hybride, les enseignants ES se voient contraints ES, bon gré mal gré, de s'interroger à nouveau frais sur le sens même de faire classe. Que fait-on réellement à l'école? Que devrait-on y faire? L'éducation hors l'école n'est-elle pas à repenser, à l'heure de l'hyperinformation? Un grand nombre des commentateurs tristes ont lié les deux facteurs, voyant dans le défi du confinement un formidable facteur d'accélération des mutations de la pédagogie. Le distanciel, en tant que disruption technologique, a été interprété très vite comme une sorte d'accélérateur de particules éducatives, en faveur d'un éduquer autrement.
et malgré les évidentes difficultés de mise en place, a été lu, en tout cas par celles et ceux qui avaient la possibilité d'être les plus audibles dans le débat public, comme une opportunité de moderniser l'école. Sans parler, par-dessus le marché si l'on ose dire, d'une réforme du lycée venant impacter le noyau dur de la groupalité pédagogique, en supprimant la notion même de classe dans les séries générales des lycées, ainsi que la plus grande partie des épreuves d'examen du baccalauréat, réforme qui est arrivée au niveau terminal en 2021, non sans avoir rencontré quelques vives oppositions lors de son déploiement. Ce qui complexifie encore l'évaluation des effets du confinement et du distanciel, et de la réforme elle-même, puisque l'application de cette réforme se trouve être concomitante de celui-ci. Il s'agit donc de rien de moins que de faire la part entre les effets de la réorganisation des enseignements dus au Covid, une évolution pédagogique de long terme engagée depuis bien plus longtemps, et les conséquences, encore incoatives, d'une réforme systémique. 3 révolutions simultanées, et évidemment indépendantes l'une de l'autre, même si elles interagissent. Comment isoler ces différents facteurs ? Comment tenter de penser, au-delà du ressenti parfois confus, ce que cette situation nous enseigne, pas seulement sur les circonstances actuelles et le contexte immédiat, mais sur le travail d'enseignement tel que la crise le force à se révéler. Une clinique pédagogique, l'expérience des enseignants. Comme l'expérience demeure la source de notre compréhension et de notre saisie du réel, et que la violence des bouleversements actuels vient mettre à mal beaucoup de dogmes, de croyances et d'idées préconçues, c'est à la boussole d'une clinique pédagogique de terrain que nous pensons juste de nous fier plus qu'à des principes a priori. Dans le domaine éducatif, les idéologies sont légion. Chacun se sent autorisé à porter des jugements sur un domaine que tout le monde, en tant que professionnel, parent, ou simplement ancien élève usagé du système, croit connaître. Les tribunes et éditoriaux se sont succédés pendant des mois, à un rythme effréné, pour tenter de penser à nouveau frais ce monde d'après éducatif. Parmi leurs auteurs ESS, beaucoup de spécialistes ou d'experts, bien peu de praticiens et d'acteurs du quotidien. Loin de nous empêcher de penser, la crise sanitaire peut sans doute être un tremplin pour renouveler nos conceptions et nos pratiques. Mais ne faut-il pas partir du terrain et des problèmes qui se posent au quotidien aux enseignants et aux équipes éducatives ? La suspension du processus ordinaire d'enseignement met en œuvre un doute systématique. Comme l'ont relevé d'innombrables commentateurs, il ne saurait être question de revenir à la normale, à une situation antérieure loin d'être satisfaisante. Un consensus informel, et ralliant des acteurs disparates, semble, dans les médias du moins, s'être fait jour autour de l'idée de la nécessité d'innovation pédagogique et technologique. Mais que se passe-t-il réellement dans les lycées ? Pour tenter de le savoir, j'ai fait le choix d'interroger un grand nombre d'enseignants de lycées en activité, que ce soit en lycée général, technologique ou professionnel. Issus eux de catégories sociales diverses, enseignant des disciplines différentes, défendant parfois des conceptions divergentes de leur métier, elles reflètent, dans leur diversité, la population enseignante d'aujourd'hui. Toutefois, je n'ai pas souhaité adopter une logique d'échantillon ni une approche étroitement quantitative. Les instituts de sondage et d'enquête ont pour mission de délivrer une réponse à des questions le plus souvent fermées, faute de temps et de personnel, pour se livrer à une investigation réellement approfondie. Les données chiffrées sont naturellement d'un grand intérêt, mais elles ne fournissent le plus souvent qu'une photographie très partielle, dont les réponses sont parfois même induites, dans une certaine mesure, par l'orientation des questions. Mentionner un résultat statistique est une chose. Laisser longuement la parole aux acteurs-actrices concernés sur la façon dont ils appréhendent la situation vécue en est une autre. Mon approche, délibérément anthropologique, ne prétend pas être meilleure ni plus authentique qu'une autre. Elle se veut clinique, au sens de l'attention accordée dans des entretiens semi-directifs à tout ce qui peut émerger au cours d'un entretien. Information factuelle, jugement, récit de pratique, mais aussi silence, hésitation, contradiction, anxiété, confiance ou gêne. Bref, tout ce qui fait la complexité de l'humain en ses multiples dimensions. Les questions, plutôt ouvertes, laissent une certaine liberté à l'interviewé, qui peut les suivre ou bien s'en éloigner, suivre le propre fil de ses préoccupations, de ce qui lui semble essentiel de souligner.
Mon expérience de la clinique en psychanalyse et en sciences sociales, à l'œuvre dans d'autres recherches, m'a conduit à privilégier une approche, inspirée notamment des travaux de Michel de Certeau, qui met au jour les inventions du quotidien, la créativité de l'ordinaire, le bricolage, subjectif et collectif, qui se loge dans cette zone pas toujours inventoriée des pratiques professionnelles lorsqu'elles s'écartent des prescriptions normatives et des discours institutionnels. Il s'agit non seulement de prendre en compte les données quantifiables ou facilement évaluables, temps passé, support utilisé, objet didactique étudié, consignes, ou encore le jugement en pour ou contre, mais surtout, d'être à l'écoute de ce qui échappe précisément au protocole des sondeurs. Un rapport aux élèves, aux collègues, à l'institution. Et à soi, qui n'est pas de l'ordre de la réponse brève. La révolution du distanciel. Quels sont d'abord les termes du débat ? S'agit-il seulement de parler de technologie éducative ? Nous pensions jusque-là, mais était-ce une pensée ou une simple habitude ? Que seul un face-à-face avec les élèves, dans un cadre historiquement normé en France du moins par le groupe classe, dans un temps rythmé par la répétition hebdomadaire d'un faire-classe selon des rituels principalement présentiels, méritait le nom d'enseignement. L'évolution progressive des pratiques pédagogiques, de plus en plus centrée depuis une décennie au moins, sur l'activité d'apprentissage et ses besoins, bottom-up, plus que sur la logique verticale venue d'en haut, top-down, qui prévalait naguère, avait certes transformé en profondeur l'allure de la classe. Pour faire vite, moins de frontalité, plus de mise en activité, de sous-groupes ou d'îlots, voire de différenciation des tâches entre les élèves, plus de feedback et d'évaluation formative, plus de diversification des supports. Mais le cadre résistait, unité de temps, de lieu et même d'action. C'est ce qui a changé, bon gré mal gré, depuis 2020. Désormais nous vivons un espace-temps pédagogique en transformation. Comme le dit Marie Durubella, nous avons fait l'expérience d'une société sans école, slogan libertaire prôné dans les années 70 au nom de l'émancipation, mais dans le contexte actuel, l'expression prend un sens très différent. Société sans école, mais par la force des choses plus que par un véritable choix, se voulant, peut-être émancipatrice et porteuse de sens, mais sans se donner le temps de la concertation. Tout dans ces dispositifs, les finalités et les moyens, resteraient à discuter. Or ce que l'on retient du débat sur le sens de l'école, et sur les pédagogies actives, c'est finalement la seule question du numérique. Le confinement, la plupart des observateurs le reconnaissent, n'a pas induit par sa seule influence, une révolution pédagogique qui lui préexistait largement. Mais il l'a accélérée et portée à incandescence sur le plan technologique. La numérisation, entraînant par là même une autre accélération, celle des dispositifs de classe alternatifs au modèle magistral. Car toutes les pièces du Mikado semblent solidaires. Dès lors qu'on touche à l'une d'entre elles, et non la moindre, le cadre scolaire, tout le reste bouge. On a fermé les classes et remis au premier plan le problème. À quoi sert finalement l'école ? La question dès lors devrait aller bien au-delà du seul usage des technologies, comme si celles-ci restaient neutres, un truisme qui serait à interroger. Car ce qui change, ce n'est pas seulement l'outil, c'est le sens même de la classe. Depuis longtemps, bon nombre d'enseignants s'interrogeaient sur leur posture, pratiquaient des ateliers, des projets, des classes inversées, mais le rythme scolaire restait scandé par la litanie des sonneries et l'espace éducatif resserré entre quatre murs. Qu'en est-il à l'heure où la continuité pédagogique suppose un éclatement de tous ces repères ? Face au sauve-qui-peut général, la boussole technologique ? Malgré les documents de guidage fournis, souvent tardivement, par les inspections pour chaque discipline, et par ailleurs, les préconisations des chefs d'établissement pour favoriser ici ou là, telle ou telle bonne pratique, ce sont des réponses individuelles qui semblent avoir dans un premier temps prévalu. Lors du premier confinement, la soudaineté de la rupture a produit, cela a été abondamment commenté, une sidération peu propice de fait à une réponse cohérente et concertée. Le maître mot a été adaptation. Différenciée certes en fonction de paramètres multiples, équipement et réseau mais aussi situation personnelle et familiale, compétences et postures de chacun type de public scolaire concerné. Plus que jamais, le métier d'enseignant est apparu pour ce qu'il continue d'être, en France du moins, un artisanat, certes bien plus contraint que par le passé, mais dont la maîtrise d'œuvre revient encore à chaque professionnel en vertu de sa liberté pédagogique. On comprend par ailleurs que les autorités de tutelle,
ministérielle ou même locale, souvent largement débordée elle-même, ait pu hésiter à employer un langage par trop prescriptif, alors même que le corps enseignant se trouvait mis en demeure par les événements de fournir une réponse à un problème jusque-là jamais rencontré à cette échelle. Lors du premier confinement, et encore durant les mois qui ont suivi la rentrée de septembre 2021 où l'enseignement était hybride, chaque professeur semblait avoir adopté une solution différente. La difficulté de concertation imposée par le confinement, mais aussi probablement le stress d'avoir à faire face à cette situation inédite, se sont conjugués pour produire un sauve-qui-peut, laissant peu de place à une réflexion collective sereine. Lors du premier semestre 2020 à 2021, alors même que la reprise des cours en partie en présentiel rendait plus faciles les échanges entre collègues, les stratégies individuelles ont persisté, en partie du moins. L'un proposait des visios pour les élèves restés à la maison, en plus de ses cours avec les élèves en présentiel, ou encore diffuser ceux-ci en direct. Autres donnaient des exercices à la maison avec une reprise en classe, ou bien des cours en classe inversée. L'un suivait, ou tentait de suivre, la progression normale de l'année, laissant au groupe distanciel le soin de travailler à la maison les contenus abordés en classe, quand l'autre proposait la même séance une semaine sur 2 à chacun des groupes, quitte à ne pas pouvoir achever le programme. Tout cela sans parler, bien entendu, des différents supports utilisés. Outils officiels comme Pronote, le NT ou le CNED, logiciels ou plateformes privées, voire messageries instantanées. Les propositions variant extrêmement, non seulement d'un établissement ou d'une discipline à l'autre, mais d'un professeur à l'autre, si ce n'est d'un élève à l'autre. Comment dès lors espérer tirer des leçons collectives de cette cacophonie ? Les acteurs les plus investis dans cette séquence, les seuls qui ont gardé un cap et déployé un discours remarquablement cohérent d'un bout à l'autre, sont indéniablement les promoteurs de la révolution numérique. Est-ce par conviction pédagogique ou pour d'autres raisons ? En tout cas, on a pu lire d'innombrables tribunes, portées soit par les professionnels du numérique éducatif, entrepreneurs ESS. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.